Je dédie ce livre à tous les réseauteurs. Merci d'avoir le courage de poursuivre vos rêves. À propos de l'auteur. Eric Worre est un leader de la profession du marketing relationnel depuis plus de 25 ans. Au cours de sa brillante carrière en tant que professionnel du marketing relationnel, il a gagné plus de 15 millions d'euros, bâti des organisations totalisant plus de 500 000 distributeurs dans plus de 60 pays, été le président d'une entreprise de vente directe valant 200 millions d'euros, cofondé et été le président de sa propre entreprise, TPN, de People Network. Agit comme consultant dans l'industrie de la vente directe, touchant un revenu se situant dans les 7 chiffres. Au fil des années, Eric est résolument devenu un formateur aguerri et a animé partout dans le monde des événements en direct réunissant plus de 250 000 participants, leur enseignant comment devenir eux aussi des professionnels du marketing relationnel. Il a partagé la scène avec Anthony Robbins, le regretté Jim Rohn, Brian Tracy, Dennis Waitley, le regretté Stephen Covey, Tom Peters, Les Brown, le regretté Og Mandino, David Bach, Robert Kiyosaki, Harvey Mackay, Art Williams, Ken Blanchard, Tom Rath, Daniel Pink, Mark Victor Hansen, Jack Canfield, Jeffrey Gitomer, Tom Hopkins et un grand nombre d'autres sommités. En 2009, Eric a fondé NetworkMarketingPro.com, le site de formation le plus consulté dans le domaine du marketing relationnel et rejoignant des internautes de plus de 137 pays à travers le monde. Depuis sa création, Network Marketing Pro a diffusé des centaines de vidéos de formation gratuites et présenté des dizaines d'entrevues avec les distributeurs les plus emblématiques et prospères du monde, ainsi que les plus grands événements de formation de la profession du marketing relationnel. Eric termine chacune de ses vidéos avec cet énoncé qui est devenu sa marque de fabrique. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de décider de devenir un professionnel du marketing relationnel, que vous deveniez un pro. Car c'est un fait bien réel, le marketing relationnel est la meilleure avenue à emprunter. Proclamons maintenant la nouvelle au monde entier. Remerciements. Je ne suis pas écrivain, je vous le dis d'entrée de jeu. La route sur laquelle j'ai cheminé et qui m'a conduit à écrire ce livre a été longue et sinueuse. De fait, je m'y suis attelé une demi-douzaine de fois et j'ai même fait appel à quelques prête-plumes pour m'y aider. Mais en fin de compte, je n'ai jamais été vraiment satisfait du résultat et je suppose que vous devrez donc vous contenter de mes propres mots. Je ne suis pas non plus le meilleur des réseauteurs. Il y a bien des gens meilleurs que moi, même si j'ai eu ce que la plupart des gens appelleraient une carrière couronnée d'un immense succès. Je crois que j'ai le don de détecter ce que font les gens qui réussissent haut la main et de le reproduire d'une manière qui peut être aisément comprise. Le marketing relationnel a un jargon qui lui est propre. Certaines entreprises appellent distributeurs les gens qui évoluent dans ce secteur d'activité. D'autres parlent de membres d'une équipe et d'autres encore de partenaires de marque, de promoteurs ou d'associés. Mais ne vous laissez pas distraire par ces diverses appellations en lisant ce livre. Concentrez-vous plutôt sur les concepts. Les concepts ne changent jamais, alors que les titres donnés aux réseauteurs varient toujours. Avant que nous entreprenions ce voyage ensemble, je tiens à remercier quelques personnes qui ont joué un rôle important tout au long de la rédaction de cet ouvrage. Merci à mon épouse Marina. Que Dieu bénisse le jour où tu es né, tout comme il m'a béni le jour où je t'ai enfin trouvé. Merci à mes enfants, Taylor, Alexandra, Daniela, Chandler et Dominique. Et à mon petit-fils, Ethan. Je suis si fier de vous. Je ne doute pas un seul instant que vous ferez de grandes choses dans ce monde. Merci à mes parents et à tous les membres de ma famille. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout l'amour et tout le soutien que vous m'avez offert pendant toute ma vie. J'aime ma famille. Merci aux milliers d'amis que j'ai à travers le monde. Vous êtes vraiment ma famille élargie. On dit que l'amitié est une richesse. Je crois que c'est vrai. Grâce à vous, je suis un homme très riche. Merci à Chad Porter. Network Marketing Pro ne fonctionnerait pas sans toi. Merci aux membres de toute l'équipe pour votre travail acharné et votre dévouement. Merci à Melody Marler-Forshee. Merci d'être mon éditrice
et de m'avoir aidé à structurer ce livre. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Et merci à la profession du marketing relationnel. Merci de m'avoir sauvé la vie en 1988. Je suis devenu un homme meilleur et je lui en serai éternellement reconnaissant. Introduction. Je me rappelle le jour où j'ai découvert l'existence du marketing relationnel. C'était en janvier 1988. J'avais 23 ans et je vendais des biens immobiliers pour le compte d'une petite entreprise dont mon père et son ami, John Joyce, étaient les propriétaires. J'étais marié depuis peu et j'avais un petit garçon. J'avais de la difficulté à joindre les deux bouts et j'avais peur. L'année précédente, j'avais touché environ 45 000 € en commission, ce qui était très bien. Mais le problème, c'était que j'avais dépensé près de 60 000 € et que je n'avais rien mis de côté pour payer mes impôts qui allaient être exigibles dans quelques mois seulement. Lorsque John Joyce est entré dans mon bureau ce jour-là et il m'a dit « Eric, je pense que j'ai trouvé un moyen d'augmenter nos revenus. » Je lui ai répondu « Donne-moi des détails. » Il m'a raconté que l'un de ses amis avait quelque chose à nous montrer et qu'il nous invitait chez lui. Je suis donc monté dans ma voiture avec John et mon père et nous sommes allés voir ce qu'il en était. L'ami de John nous a escortés dans la salle de séjour, a inséré une cassette dans son magnétoscope et appuyé sur « Play ». Je me suis assis et j'ai regardé cette vidéo incroyable où se succédaient des images de manoirs et de limousines, ainsi que des témoignages de gens qui gagnaient des fortunes pratiquement du jour au lendemain. C'était si exagéré que je n'arrivais pas à croire que cela puisse être vrai, et j'ai donc dit à tout le monde que je pensais que ce n'était pas une bonne idée et que cela ne m'intéressait pas. Mes filtres mentaux naturels ne laissaient tout simplement pas passer cette information. Et puis, quelque chose d'intéressant s'est produit. John et mon père m'ont dit « D'accord, tant pis pour toi, mais nous allons quand même tenter notre chance. » Cela a eu un impact majeur sur moi, parce que la seule chose qui pouvait être pire que d'être fauché et endetté, c'était de les voir tous les deux gagner beaucoup d'argent sans moi. J'ai donc changé d'attitude. J'ai pris mon père à part et je lui ai demandé s'il pouvait me prêter un peu d'argent afin que je m'inscrive. Dieu merci, il a accepté, car cette décision de devenir réseauteur a complètement changé ma vie. À mes débuts, j'ai traité mon entreprise comme le font la majorité des gens, c'est-à-dire pas du tout comme une entreprise. J'ai fait quelques appels et j'ai espéré que mon timing et mon positionnement suffiraient, avec un peu de chance, à me faire gagner quelques euros. Et cela a fonctionné, au début. J'ai gagné un peu d'argent et c'était très intéressant. Mais je dois vous avouer quelque chose. Pendant ces quelques premiers mois, ma stratégie a été d'appeler rapidement tous les amis de mon père avant qu'ils n'aient le temps de le faire. Je pensais que si je communiquais avec eux, que je leur disais que mon père et John Joyce s'étaient eux aussi engagés et que je les conviais à une rencontre ou à un visionnement d'une vidéo et qu'ils se montraient intéressés, alors mon père ne protesterait pas puisque je faisais partie de son organisation. Le succès de cette stratégie a été limité et comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas duré très longtemps. Donc, 3 mois plus tard, les revenus que mon entreprise de marketing relationnel générait se sont taris d'un seul coup. Et en même temps, j'ai complètement perdu mon attitude positive. J'ai commencé à blâmer tout et tous pour mon manque de succès. Ma lignée ascendante, ou upline, ne m'aidait pas suffisamment. L'entreprise n'offrait pas une formation adéquate. Je ne connaissais pas assez de gens. Personne ne me respectait à cause de mon jeune âge. J'ai attribué mon échec au produit. J'ai mis en cause l'organisation de l'entreprise. J'ai accusé l'économie. J'ai rejeté la responsabilité sur tout le monde, sauf sur moi-même. Mais j'avais un gros problème. Blâmer le monde entier ne m'aidait pas à payer mes factures. Et j'avais quitté l'immobilier après avoir touché mon premier chèque de commission. Y revenir pour gagner de l'argent dans ce domaine serait trop long, et je n'avais pas de diplôme universitaire. Il m'était donc impossible de trouver un emploi bien rémunéré. Le seul domaine qui pouvait m'apporter des liquidités était le marketing relationnel. J'ai donc retroussé mes manches et je me suis mis au travail. Au début, cela n'a pas été facile. De fait, j'ai dû rebâtir mon organisation 7 fois au cours des 3 premières années. Je la montais et elle s'effondrait, je la remontais et elle s'effondrait de nouveau. Encore et encore et encore.
Au terme de ces 3 années, j'étais plus que découragé. J'avais, pour ainsi dire, perdu tout espoir. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie. En fait, il s'agit d'une combinaison de 2 choses. C'était la veille d'un congrès de mon entreprise et je regardais le bulletin d'information à la télé. On y recevait un invité qui était spécialisé dans un domaine dont je ne garde plus le souvenir. Voici ce qui m'a traversé l'esprit. Comment quelqu'un peut-il devenir un spécialiste dans ce domaine? La seule explication que j'ai pu trouver, c'est que cette personne avait dû décider d'acquérir de l'expérience, d'apprendre le plus possible, de lire tous les livres pertinents, de parler à beaucoup de gens et de tout apprendre dans ce domaine jusqu'à en devenir un expert. Le lendemain, j'ai assisté au congrès de l'entreprise et j'ai observé une superstar après l'autre traverser la scène. Et puis, c'est comme si j'avais été frappé par la foudre. Un déclic s'est finalement produit dans mon esprit et j'ai compris que si j'en prenais délibérément la décision, je pourrais devenir un professionnel du marketing relationnel. Je pourrais me concentrer sur les compétences propres à ce domaine. Je pourrais m'y exercer jusqu'à ce que je devienne un expert. Et personne ne pourrait m'arrêter. Jusqu'à ce moment-là, je cherchais sans cesse des raccourcis. J'espérais avoir de la chance. J'espérais parrainer la superstar qui allait tout changer. Et j'avais peur de rater ma chance si cela ne se produisait pas rapidement. En un instant, tout a changé. J'ai compris que je n'avais pas à me soucier de la chance. Le timing et le positionnement étaient bien beaux, mais non nécessaires à ma réussite à long terme. Je n'avais pas à me soucier de ma ligne ascendante, de connaître les bonnes personnes, ni de quoi que ce soit d'autre. Tout ce que j'avais à faire, c'était de devenir un expert. Ce jour-là, j'ai donc décidé de voir les choses autrement et de développer les compétences qui me permettraient de devenir un professionnel du marketing relationnel. C'est une journée qui a changé ma vie. Depuis, mon existence a été une aventure extraordinaire. Le marketing relationnel est devenu une carrière pour moi. Je gère mon temps comme je l'entends. J'ai fait la connaissance de gens sensationnels partout dans le monde. J'ai aussi rejoint des centaines de milliers de personnes à travers le monde et j'ai eu un impact sur leur vie. Je sillonne la planète, j'apporte ma contribution à des causes qui me tiennent à cœur et, plus important encore, je suis devenu une meilleure personne au cours de ce processus. Tout cela m'est arrivé et peut vous arriver à vous aussi. Dans cet ouvrage, je vous révélerai les principes fondamentaux qui pourront vous aider à devenir un professionnel du marketing relationnel. Ils m'ont bien servi au cours des quelques dernières décennies et je sais qu'ils vous serviront tout aussi bien. Bienvenue à bord. Vous êtes sur le point de vivre une aventure palpitante. Chapitre 1. Le marketing relationnel n'est pas parfait. Il est tout simplement mieux. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous insatisfait? Avez-vous le sentiment qu'il y a sûrement une meilleure façon de vous en tirer sur les plans professionnels et personnels? Voici la bonne nouvelle. Il existe une meilleure façon de vous en tirer, mais elle diffère de ce que l'on vous a enseigné à l'école. Laissez-moi vous expliquer. Pendant les conférences que je donne partout dans le monde, j'aime faire participer mes auditoires à un jeu. Je demande aux gens de m'aider à créer l'entreprise idéale et de préciser ce qu'ils aimeraient voir dans cette entreprise et ce qu'ils aimeraient éviter. La liste de ces caractéristiques est toujours intéressante. Si nous étions l'un en face de l'autre, je ferais immédiatement la même chose avec vous. Mais puisque ce n'est pas le cas, permettez-moi de résumer ce que les gens de plus de 30 pays m'ont dit pendant qu'ils créaient ce que j'aime bien appeler les caractéristiques de leur carrière idéale. Les gens commencent généralement par nommer les choses qu'ils ne veulent pas. Pas de patron, pas de navette entre la maison et le bureau, pas de réveil matin, pas d'employé, pas de politique, pas de compromis, pas de discrimination, pas d'exigence en matière d'éducation. Et ensuite, alors que les gens commencent à se servir de leur imagination de manière optimiste, ils se mettent à visualiser des caractéristiques plus positives. Quelque chose de positif, un excellent produit ou service, des revenus illimités, un revenu résiduel, des gens avec qui il est agréable de travailler, la liberté d'organiser leur temps, quelque chose de significatif,
épanouissement personnel, beaucoup d'avantages, portée internationale, contribution à des causes qui leur tiennent à cœur, faible risque, faible coût de démarrage, imperméabilité aux soubresauts de l'économie, avantages fiscaux, plaisir. Et maintenant, vous pouvez ajouter quelques caractéristiques de votre cru, mais vous admettrez que c'est un bon départ, n'est-ce pas? Imaginez si vous pouviez avoir une carrière caractérisée par tous ces attributs. Tous les emplois que je connais entrent dans l'une de ces 5 catégories. 1. L'école bleue. 2. L'école blanc. 3. Les vendeurs. 4. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. 5. Les investisseurs. L'école bleue. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. Un col bleu est un membre d'une classe ouvrière qui exécute un travail manuel. Ma définition est celle-ci. Un col bleu est quelqu'un qui répare quelque chose, qui fabrique quelque chose, qui nettoie quelque chose, qui construit quelque chose, ou qui entretient quelque chose ou sert quelqu'un. Au cours de ma vie, j'ai occupé de nombreux emplois dans cette catégorie, et comme le diront tous les membres de cette classe ouvrière, le travail bien fait procure une certaine satisfaction. Mais voici la grande question. Le travail de col bleu satisfait-il aux caractéristiques de la carrière idéale? La réponse évidente est non. Bien sûr, il comporte certains attributs de la liste. Par exemple, un excellent produit ou de faibles coûts de démarrage ou quelques autres éléments. Mais si vous y pensez bien, le travail de col bleu ne peut tout simplement pas vous donner ce que vous voulez. Pas la carrière idéale. Les cols blancs. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. L'expression « col blanc » fait référence à une personne qui effectue un travail professionnel de direction ou administratif, contrairement au col bleu qui effectue un travail manuel. En général, le col blanc travaille dans un bureau. Voici ma définition. Un col blanc est une personne qui est à l'emploi d'une autre personne et qui effectue des tâches autres que manuelles ou non reliées à la vente. De nombreuses personnes optent pour une carrière de col blanc, car c'est l'une des plus socialement acceptables. Elle a longtemps été considérée comme la meilleure option pour qui cherche la sécurité. Mais cela a changé récemment. Le contrat implicite voulant que si vous êtes loyal envers l'entreprise sera loyale envers vous, n'existe plus. J'ai également été col blanc dans ma carrière. Selon mon expérience, il y a 2 types d'individus qui effectuent ce genre de travail. Les fonceurs et les frileux. Les fonceurs sont des gens qui veulent accomplir de grandes choses. Ils sont ambitieux, motivés et énergiques. Ils ont plusieurs idées et veulent gravir l'échelle organisationnelle. Et ce sont là de grandes qualités. Mais il y a un inconvénient pour le fonceur. Dès qu'un individu décide d'être un fonceur, il devient une cible. Son patron voit en lui une menace pour son emploi et il commence donc à restreindre son champ d'action ou à tenter de ternir sa réputation. Ses pairs le voient comme quelqu'un qui tentera soit de leur nuire, soit de les empêcher d'obtenir une promotion. Et ils font alors tout ce qui est en leur pouvoir pour minimiser ses réalisations. Donc, pour demeurer un fonceur et survivre dans cet environnement hostile, un individu doit passer maître dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa productivité. Et c'est la politique. Il doit apprendre à naviguer dans le monde politique en se faisant le moins d'ennemis possible et en renforçant ses relations avec des personnes influentes. En fait, certains de ces individus qui réussissent le mieux dans le monde des affaires ne sont pas du tout des fonceurs. Ce sont de purs politiciens. Donc, si vous décidez d'évoluer dans le monde des affaires et d'être un fonceur, vous devez accepter le fait que vous devrez également devenir un politicien. Parlons maintenant des frileux. Ce sont des individus qui détestent la politique, mais qui ont néanmoins besoin d'un emploi. Ils apprennent à ne pas être comme le fonceur ambitieux. Ils ne se démarquent pas. Ils ne s'expriment pas pendant les réunions. Ils n'apportent pas de nouvelles idées. Ils se cachent. Ils gardent la tête basse et obéissent. Ils en font juste assez pour que les autres n'aient pas une opinion négative d'eux. Ils survivent. Et cela a fonctionné pendant des décennies. Mais dans la nouvelle économie, il devient de plus en plus difficile de se cacher. Et les gens manquent de temps. Donc, pour en revenir à notre liste, le travail de col blanc correspond-il aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non, et ce, à de nombreux égards. Les vendeurs.
Certains individus choisissent d'éviter le statut d'employé et se tournent vers une carrière dans la vente. Ils ont de toute évidence un caractère plus aventureux, car ils sont généralement rémunérés en fonction de leur rendement et non à l'heure. J'ai connu des milliers de vendeurs. J'ai remarqué une constante au cours de ma carrière. Le vendeur type traverse toujours une période où tout va parfaitement bien. Tout ce qu'il touche se transforme en or et il gagne très bien sa vie. Et alors, les vendeurs adoptent presque toujours un style de vie fondé sur ses revenus. Ils achètent une nouvelle maison et de nouvelles voitures. Ils envoient leurs enfants dans de meilleures écoles. Ils achètent une résidence secondaire et tout le reste qui s'ensuit. Tout est merveilleux pendant un certain temps. Et puis quelque chose change. L'entreprise modifie son système de rémunération. Leur territoire de vente est réduit. Un concurrent entre en jeu. Ils perdent leurs meilleurs clients. L'économie entre en récession. La nouvelle technologie rend leurs produits moins intéressants, ou la réglementation gouvernementale transforme leur industrie. Ce ne sont là que quelques exemples. Il y a encore des centaines de raisons pour lesquelles l'univers du professionnel de la vente peut devenir, et deviendra probablement, plus compliqué. Lorsque ces changements surviennent, et étant donné leur train de vie, la semaine de 40 heures ne leur suffit plus pour payer les factures. Ils travaillent donc 50 heures par semaine, puis 60, et puis 70, et ils n'ont plus de vie. Oui, ils ont des biens matériels, mais très peu de temps pour en profiter. L'autre défi que doit relever le vendeur, peu importe le secteur dans lequel il évolue, c'est qu'il doit repartir de zéro chaque jour. Il peut être épuisant de vivre avec ce stress pendant une longue période de temps. Une carrière dans la vente permet de payer les factures, bien sûr, mais est-elle conforme aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. Certains individus optent pour le grand rêve en fondant leur propre entreprise où ils seront leurs propres patrons et prendront les décisions. C'est une idée excitante, n'est-ce pas? Mais voici quelle est la réalité pour la plupart des gens. Étape 1. Ils utilisent toutes leurs économies, ils s'endettent et, souvent, empruntent de l'argent à des amis et à des membres de leur famille pour démarrer. Étape 2. Ils s'endettent encore plus sous forme de baux et de garanties personnelles de toutes sortes. Étape 3. Au lieu de focaliser sur leurs points forts, supposons qu'ils excellent dans la vente et décident de créer leur propre entreprise, ils doivent tout faire pour tout le monde. Ils agissent comme un avocat pour les questions juridiques, de comptable pour les questions financières, de nounou pour les questions liées aux employés, de négociateur pour les questions relatives aux achats et d'agent de recouvrement pour les questions reliées aux comptes clients. Ils finissent même par sortir les poubelles. Ils font tout sauf vendre, ce en quoi ils excellaient au départ. Étape 4. Ils se débattent. Au lieu de posséder l'entreprise, c'est l'entreprise qui les possède. Ils sont les premiers à arriver au travail et les derniers à partir. Après avoir payé tous les employés, ils pourront peut-être ramener à la maison suffisamment d'argent pour payer leurs propres factures, sans compter réduire la dette qu'ils ont contractée pour se lancer en affaires. Étape 5. Ils réussissent ou ils échouent. Soit ils arrivent à faire prospérer leur entreprise, soit cette dernière s'écroule, et souvent, ils doivent alors déclarer faillite et redevenir col blanc ou vendeur. Et même s'ils réussissent, cela signifie généralement toute une vie marquée par de longues heures de travail et le stress. Cela semble romantique, n'est-ce pas? Si vous n'avez encore jamais créé votre propre entreprise, demandez à des amis qui l'ont fait si cette description est exacte. La majorité des individus qui créent une entreprise traditionnelle ne se soucient pas de toucher un rendement du capital investi. Ils veulent seulement récupérer leur mise. Il est assez évident que l'entreprise traditionnelle n'offre pas la carrière idéale telle que nous l'avons décrite. Les investisseurs. La dernière catégorie dans laquelle on peut gagner sa vie dans le monde d'aujourd'hui est celle des investisseurs. Et de quoi avez-vous besoin pour devenir un investisseur? D'argent, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il vous sera très difficile de gagner décemment votre vie avec le rendement du capital investi, surtout si vous êtes prudent de manière à réduire les risques de perte. Mais supposons que vous investissez. De quoi aurez-vous encore besoin pour réussir? Vous devrez posséder des connaissances et des compétences incroyables.
Je connais plus de gens que je ne peux en compter qui, pendant des années, ont très bien réussi en tant qu'investisseurs immobiliers. Mais lorsque le marché immobilier a radicalement changé, leurs compétences n'ont pas pu les aider. Ils ont beaucoup perdu. Aimeriez-vous investir dans une petite entreprise traditionnelle? Bonne chance. Dans la majorité des cas, vous ne seriez pas un investisseur, mais plutôt un philanthrope. Qu'en est-il du marché des valeurs mobilières? Les gens réussissent bien dans cette arène, non? C'est vrai pour quelques-uns, du moins de temps en temps. Mais je connais davantage de gens qui ont perdu plus d'argent qu'ils n'en ont gagné, surtout au cours de la dernière décennie. Il est très difficile de toucher un rendement garanti du capital investi lorsqu'on ne contrôle pas la situation. Et croyez-moi, en tant qu'investisseur, vous ne contrôlez rien. Tout peut arriver, du jour au lendemain. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour illustrer ce point. À la fin de 2001, j'avais un grand train de vie. Je venais de vendre une entreprise que j'avais cofondée et je travaillais comme consultant contre des honoraires très élevés. En guise de paiement à l'issue de la vente, j'avais obtenu 170 000 actions de la nouvelle entreprise. Elle était inscrite à la bourse de New York et l'action se négociait à environ 44 €, ce qui signifiait que la valeur de mes actions s'élevait à environ 7,5 millions d'euros. J'avais de gros revenus et un excellent portefeuille. La vie était belle. J'ai utilisé une partie de mes actions pour garantir un prêt d'environ 2 millions d'euros pour la construction de la maison de mes rêves. Je n'ai pas diversifié le reste de mes avoirs, car je savais que l'entreprise était en excellente posture, qu'elle offrait un bon produit et que son équipe de vente était formidable. Et puis, il s'est produit une chose que je n'étais pas en mesure de contrôler. Du jour au lendemain, le cours de mes actions a chuté à 37 € parce qu'un groupe d'investisseurs avait ciblé l'entreprise et vendu à découvert. Autrement dit, plus le cours de l'action chutait, plus il gagnait d'argent. J'ai pensé que c'était ridicule car l'entreprise se portait très bien. J'ai donc acheté d'autres actions à 37 €, utilisant mon avoir actuel comme garantie, sachant que le cours de l'action remonterait. Il est passé à 33 €. J'ai acheté encore davantage d'actions. Le cours a chuté à 27 €. J'ai commencé à recevoir des appels de marge, ce qui signifiait que si je ne lui envoyais pas d'argent, la maison de courtage vendrait mes actions pour couvrir les pertes. Je n'avais pas cet argent. Le cours de l'action a continué à descendre. Il a chuté à 10 € et mes 7,5 millions d'euros ont disparu. Pouf! Tout cela en moins de 90 jours. Le cours de l'action a fini par remonter et l'entreprise a été transformée en une entreprise à capital fermé et les actions se sont négociées à 65 € l'unité. Mais je n'étais pas là pour en tirer profit. J'étais ruiné. Aurais-je pu me montrer plus intelligent? Bien sûr. Ai-je fait des erreurs? Absolument. Mais voici la leçon que j'en ai tirée. Si vous voulez devenir investisseur, vous devez admettre que les choses échappent à votre contrôle de temps en temps. Et lorsque cela arrive, cela peut vous coûter très cher. Revenons donc aux caractéristiques de la carrière idéale. Est-ce que la carrière d'investisseur correspond à notre liste? Je ne crois pas. Nous avons parlé des cols bleus, des cols blancs, des vendeurs, des propriétaires d'entreprises traditionnelles et des investisseurs. Aucune de ces carrières ne répond aux critères de la carrière idéale. Est-il même possible d'avoir une carrière idéale? La réponse est oui. Mais pour connaître une telle carrière, vous devez d'abord comprendre que tout est en train de changer. Les anciens modèles de rémunération sont morts ou en train de disparaître, et nous traversons la plus grande métamorphose économique que nous connaîtrons de notre vivant. La nouvelle économie. Le monde tel que vous le connaissez a changé. Pour les gens qui n'admettent pas ce fait, ce sera la pire des époques. Pour ceux qui le reconnaissent, ce sera la meilleure. Au cours des 100 dernières années, un phénomène intéressant s'est produit. L'essor des ordres professionnels est devenu un standard dans la société. Dans le monde du travail, le statut d'employé était sûr et respecté. Étape 1, allez à l'école et apprenez à être un employé. Étape 2, trouvez une entreprise qui vous engagera. Étape 3, travaillez pour cette entreprise pendant 40 ans. Étape 4, prenez votre retraite. Au cours des dernières décennies,
La promesse d'une récompense pour vos bons et loyaux services est devenue un mythe. Les gens ont commencé à comprendre que leur loyauté envers leur employeur ne leur était pas rendue. Un processus différent s'est donc installé. Étape 1. Allez à l'école et apprenez à être un employé. Étape 2. Trouvez une entreprise qui vous engagera. Étape 3. Changez d'entreprise pour diverses raisons politiques ou économiques tous les 3 à 5 ans, tout au long de votre carrière. 4. Rendez-vous compte que vous ne pouvez pas vous retirer confortablement après 40 ans et continuez donc à travailler. Le monde se dirige vers une économie de performance. Le mouvement est même déjà amorcé. Voici ce que cela signifie. À l'avenir, vous ne serez payé qu'en fonction de votre rendement. Vous ne serez plus payé pour les heures que vous consacrerez au travail. Dans l'industrie de la restauration, les serveurs vivent déjà selon ce modèle. Ils touchent un salaire horaire très peu élevé qui est prescrit par la loi et ils doivent compter sur des pourboires qui leur sont versés en fonction de leur rendement pour survenir à leurs besoins. Imaginez que ce modèle soit appliqué à pratiquement tous les emplois dans le monde et vous verrez ce qui s'annonce. La personne qui nettoie les chambres dans un hôtel ne sera plus rémunérée à l'heure, mais à la chambre. Pour ce qui est des employés de bureau, voici un exemple. Un individu qui touche un salaire annuel de 60 000 €. Étape 1. L'entreprise réduira ce salaire à environ 50 000 €, car dans le marché actuel, il y a d'autres employés qui sont prêts à faire le même travail pour un salaire moindre. Étape 2. Le salaire de base passera à 20 000 € par année. Étape 3. On dira à l'employé qu'il pourra toucher un montant additionnel de 30 000 € au cours de l'année s'il répond à certains critères de rendement sur une base mensuelle. Autrement dit, si vous livrez la marchandise, vous pourrez toucher un montant additionnel de 2 500 € par mois. La pression est là, et l'employeur adore ça. Si votre rendement est insuffisant, il économisera encore plus d'argent. Si votre rendement est satisfaisant, devinez de quoi sera fait votre avenir. Votre employeur aura encore plus d'exigences. À moins que vous ne soyez extrêmement spécialisé, c'est ce qui vous arrivera, si ce n'est déjà fait. Comptez là-dessus. Et toutes les professions seront touchées partout dans le monde. L'évolution est en cours. Pourquoi cela arrive-t-il? Premièrement, c'est un meilleur modèle pour les entreprises. Elles obtiennent de meilleurs résultats à moindre coût. Deuxièmement, la nouvelle économie a besoin de moins d'employés et davantage de gens se disputent des emplois de plus en plus rares. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi la nouvelle économie a besoin de moins d'employés. L'essor exceptionnel de la technologie a tout changé. Il y a plus d'un siècle, 90% de la population travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, à cause de l'efficacité spectaculaire des nouvelles technologies, c'est moins de 1% et les emplois agricoles ont disparu. Vous rappelez-vous les centres de services après-vente où l'on pouvait parler à un préposé? Aujourd'hui, vous parlez à une machine et ces emplois n'existent plus. Vous rappelez-vous l'époque où les entreprises avaient un important effectif de vente? Maintenant, les gens commandent en ligne et ces emplois n'ont plus leur raison d'être. Vous rappelez-vous les vidéoclubs Blockbuster et tous leurs employés? De nos jours, les gens regardent des films sur leur portable ou leur tablette numérique et ces emplois sont beaucoup moins présents. J'adore les livres. Mais rendez-vous dans la librairie de votre quartier pendant que vous pouvez encore le faire, car les librairies seront bientôt de l'histoire ancienne, tout comme les emplois qu'elles créent actuellement. Je pourrais continuer longtemps et parler ainsi de pratiquement toutes les catégories d'emplois qui existent dans le monde. La technologie et l'efficacité éliminent des emplois chaque jour, et nous ne pouvons rien faire pour enrayer ce phénomène. En fait, il ne fera que s'accélérer. Si vous êtes assis là à attendre que l'économie rebondisse et que les emplois réapparaissent, cessez d'espérer. Ils ne reviendront pas. Tout comme les enfants de fermiers qui ont vu le vent tourner et qui ont troqué l'agriculture contre une nouvelle vocation, la même chose se produit chez les gens qui occupent des emplois dans l'ancienne économie. Pour survivre, ils devront ouvrir les yeux, reconnaître cette réalité et trouver quelque chose de nouveau. Le marketing relationnel est mieux. Le meilleur moyen que je connaisse pour ne pas uniquement survivre, mais prospérer dans la nouvelle économie, est le marketing relationnel. Aujourd'hui,
il existe dans le monde d'importants produits et services dont on doit faire la promotion. Les consommateurs ont encore besoin d'être bien informés. Les entreprises ont le choix. Elles peuvent plonger dans le monde à jamais fragmenté de la publicité pour diffuser leurs messages. Elles peuvent engager une grande et coûteuse équipe de vente pour vendre leurs produits ou services. Ou elles peuvent utiliser le marketing relationnel pour raconter leur histoire au monde. De plus en plus d'entreprises choisissent le marketing relationnel parce qu'il s'inscrit très bien dans la nouvelle économie. Elles peuvent ainsi promouvoir leurs produits en fournissant à leurs distributeurs le soutien administratif nécessaire et les payer en fonction de leur rendement. Cela est extrêmement efficace parce que dans la nouvelle économie, la publicité qui se fait de bouche à oreille fonctionne mieux que toute autre forme de promotion. Les entreprises peuvent donc prendre l'argent qu'elles auraient dépensé en publicité et en promotion et s'en servir pour payer des distributeurs qui transmettent leur message. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, cela signifie que vous pouvez profiter de tous les avantages dont jouit le propriétaire d'une entreprise traditionnelle, mais sans les risques qui y sont généralement associés. Et il n'y aura pas de limite à vos revenus, car les entreprises de marketing relationnel veulent que vous gagniez le plus d'argent possible. Et puisque de toute manière vous serez rémunéré en fonction de votre rendement, pourquoi vous imposeriez-vous une limite? Mais il y a une embûche. Tout cela semble fantastique et ça l'est. Mais il y a une embûche dont la majorité des gens ne vous parleront pas. La voici. Vous devez accepter une perte temporaire d'estime sociale à cause de l'ignorance des gens. Cela signifie que, pendant un certain temps, les gens qui vivent encore dans l'ancien système et qui tentent de s'y débrouiller n'auront pas une bonne opinion de vous. Ils ne comprendront pas. Ils penseront que vous êtes fou de vous être lancé dans le marketing relationnel. En fait, le mot « accepter » n'est pas tout à fait juste. Vous devez faire plus que ça. Vous devez endosser cette perte temporaire d'estime sociale attribuable à l'ignorance des gens. Vous voyez l'avenir avant même qu'il devienne apparent pour les autres. Vous êtes celui qui est intelligent. Vous êtes la personne qui passe à l'action dans le but de connaître une vie meilleure. Il y a une raison pour laquelle les gens n'auront pas une bonne opinion de vous. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils pataugent dans l'ancien système. Voyons si je peux vous aider à mieux comprendre ceci. Car si vous décidez de faire du marketing relationnel votre profession, il est important que vous soyez au courant. La majorité des gens ont soit adhéré à une entreprise de marketing relationnel, ou bien connaissent quelqu'un qui l'a fait. Voici ce qui traverse l'esprit de presque tous ceux qui décident de s'engager dans cette profession. Oui, je connais 5 ou 6 personnes qui pourraient faire la même chose. Ma sœur serait fantastique. Mon ami adore ce genre de choses. Et je connais aussi cette autre personne qui ferait un travail extraordinaire. Très bien, je m'engage. En d'autres termes, ils ne choisissent pas d'en faire une profession. Ils espèrent seulement avoir de la chance, recruter quelques personnes pour récupérer leur coût de démarrage, s'asseoir ensuite tranquillement et attendre que l'argent coule à flot. Cette idée d'être payé pour les efforts de quelqu'un d'autre est séduisante, mais elle est aussi souvent mal comprise. Ils n'ont pas créé une véritable entreprise, ils ont plutôt acheté un billet de loterie. Imaginez un billet de loterie avec 6 cases à gratter. Ces cases représentent chacune des personnes que les nouveaux distributeurs pensent pouvoir joindre sans faute. Et à cause de leur manque de compétences, la majorité d'entre eux se retrouvent les mains vides. Ils ne gagnent pas plus qu'avec un billet de loterie. Cela ne devient qu'une autre occasion d'affaires perdue, et étant donné qu'ils ont agi sans savoir ce qu'ils faisaient, ils peuvent très bien avoir malmené quelques amitiés en cours de route. Ils déchirent donc le billet de loterie, et au lieu de reconnaître qu'ils n'ont pas vraiment assuré le démarrage de leur entreprise, ils rejettent le blâme sur le marketing relationnel et veillent à le crier sur tous les toits. Écoutez, je sais de quoi je parle. J'ai tenté ma chance. J'ai parlé à tous les gens que je connais et le marketing relationnel ne fonctionne tout simplement pas. Économisez votre argent. Voici ce que vous devrez gérer si vous choisissez cette profession. Les opinions de gens ignorants qui pensent avoir fait ce qu'il faut et qui concluent que cela ne fonctionne pas. Si vous croyez ne pas être capable de supporter ça, alors le marketing relationnel n'est pas pour vous. Mais si vous pouvez surmonter cette embûche, alors le monde vous appartient. Ceux qui embrassent cette carrière gagnent beaucoup d'argent.
Les entreprises verseront des sommes illimitées à leurs distributeurs qui peuvent aider les non-voyants à voir, éduquer l'ignorant et bâtir des communautés de gens qui partagent les mêmes idées. Certaines personnes aiment dire « la perception est la réalité ». J'ai horreur de cette affirmation. Tous les grands leaders de ce monde l'ont ignoré pendant des siècles. Et si Nelson Mandela avait dit que la perception est la réalité? Et si Martin Luther King Jr. avait dit que la perception est la réalité? Et si Steve Jobs avait dit que la perception est la réalité? Les grands leaders de ce monde ont dit « La réalité est la réalité et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les gens à comprendre ce fait. » C'est vrai, le marketing relationnel n'est pas parfait. Il est tout simplement mieux. Et ça, c'est la réalité. Chapitre 2. Si vous vous lancez dans le marketing relationnel, décidez d'être un professionnel. Go Pro. 3 catégories de gens évoluent dans l'industrie du marketing relationnel. Je les connais toutes et j'ai fait partie de chacune d'entre elles. Il y a les poseurs, les amateurs et les professionnels. Les poseurs. Les poseurs voient un billet de loterie dans cette profession. Ils espèrent gagner le gros lot en faisant le moins d'efforts possible. Lorsque j'ai fait mes premiers pas dans ce secteur d'activité, j'étais un poseur, espérant cheminer dans le sillage de mon père et de son associé. Heureusement pour moi, j'ai obtenu quelques résultats qui m'ont encouragé à persévérer, du moins à court terme. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que rester dans la catégorie des poseurs est une mauvaise idée. En l'espace d'environ 90 jours, je suis passé de cette catégorie à celle des amateurs. Les amateurs. Les amateurs focalisent sur des choses différentes. Pour ma part, j'ai continué à miser sur la chance. J'espérais vraiment avoir de la veine et recruter ce distributeur exceptionnel qui ferait de moi un homme riche. Nous avons tous entendu parler d'individus dont la vie a été complètement transformée à la suite d'un seul recrutement. En réalité, même si certaines de ces histoires sont vraies, elles ne servent pas très bien notre profession, car elles poussent les gens à passer leur temps à espérer gagner ce gros lot. La deuxième chose sur laquelle j'ai misé en tant qu'amateur est le synchronisme, le timing. Cela m'obsédait. M'étais-je engagé suffisamment tôt? Pourrais-je devenir le plus jeune distributeur à atteindre le plus haut niveau de rémunération dans l'entreprise? Combien d'autres leaders évoluaient déjà dans le marché local? Étaient-ils trop nombreux? Et pouvais-je rivaliser avec eux? Y en avait-il assez pour créer une véritable dynamique? Comment était l'entreprise? Était-elle trop grande? Avais-je raté la courbe de croissance? Était-elle trop petite? J'étais obsédé par le synchronisme. La troisième chose sur laquelle j'ai misé en tant qu'amateur est le positionnement. Était-ce la bonne organisation? Les autres distributeurs étaient-ils mieux positionnés que moi? Peut-être n'avais-je pas la bonne lignée de parrainage. Peut-être n'avais-je pas la bonne lignée ascendante, ou upline. Obtiendrais-je de meilleurs résultats ailleurs? Et la quatrième chose sur laquelle j'ai misé en tant qu'amateur est la prise de raccourci. J'en cherchais constamment. J'étais toujours prêt à tirer parti de toutes les astuces. De la publicité dans les journaux? D'accord. Des affiches sur le bord de la route disant « Aide demandée » Allons-y. La distribution de prospectus dans les centres commerciaux? Pas de problème. Le porte-à-porte? Essayons ça. Internet n'existait pas à l'époque où j'étais un amateur. Imaginez seulement la folie qui se serait emparée de moi devant toutes les tactiques virtuelles que j'aurais pu utiliser pour me distraire. Donc, chaque fois que j'entendais parler d'une nouvelle approche astucieuse qui était enseignée par quelqu'un dans le monde, je la décortiquais pour trouver le raccourci qu'elle pouvait offrir. Et puis, j'ai finalement pris la décision de devenir un professionnel. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. Une personne qui est rémunérée pour accomplir une série de tâches spécialisées et les mener à bien en échange d'honoraires. Voici
ma définition du professionnel qui évolue dans le secteur du marketing relationnel. Une personne qui a le savoir-faire et les compétences nécessaires pour bâtir une organisation de marketing relationnel grande et prospère. Il y a une affirmation dans notre profession qui fait plus de mal que de bien, et c'est « Il vaut mieux ne pas être instruit et prendre position que de ne pas exploiter ses connaissances ». Ce qui revient à dire qu'il vaut mieux être enthousiaste et ignorant que d'être apathique et intelligent. C'est peut-être vrai, mais pourquoi choisiriez-vous d'être l'un ou l'autre? Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposons que vous avez besoin d'être opéré. Vous allez voir votre médecin à l'hôpital. Il vous dit « Je suis très emballé à l'idée de pratiquer cette intervention. Je suis tellement passionné par mon métier que j'arrive à peine à dormir. Il n'y a personne sur Terre qui veut vous aider plus que moi. » Vous dites « Wow, merci docteur. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce genre d'intervention? » Et il dit « Eh bien, je n'ai jamais étudié pour pratiquer cette intervention en particulier et je n'en ai jamais fait. Mais ce n'est pas grave, parce que cela me passionne. » Comment vous sentiriez-vous? L'enthousiasme est merveilleux, mais vous devez un jour ou l'autre jumeler la passion avec la compétence. Les athlètes professionnels passent des heures et des heures à se préparer à la compétition. Mais lorsqu'ils adhèrent à une entreprise de marketing relationnel, ils ne consacreront pas une seule journée à l'apprentissage des compétences requises. Les médecins investissent beaucoup d'argent et une décennie de leur vie afin de devenir des praticiens. Mais lorsqu'ils deviennent membres d'une entreprise de marketing relationnel, ils ne donneront pas un mois de leur temps pour étudier et s'exercer à devenir un pro. Dans son ouvrage intitulé « Les prodiges », Malcolm Gladwell affirme que, selon ses recherches, il faut pratiquer environ 10 000 heures pour devenir un expert dans sa profession. Avec 4 heures de pratique par jour, cela équivaut à environ 7 ans. Cette formule s'applique également au marketing relationnel. Il vous faudra environ 7 ans pour devenir un distributeur de classe mondiale. Heureusement, la profession pardonne les erreurs et vous pouvez gagner beaucoup d'argent pendant cette période où vous apprendrez à devenir un expert. Le secret consiste à ne pas devenir suffisant. Ne cessez pas d'apprendre pendant que vous gagnez de l'argent. Lorsque j'ai pris la décision de devenir pro, tout a changé pour moi. J'ai cessé de focaliser sur la chance, le synchronisme, le positionnement et les raccourcis. J'ai même cessé de focaliser sur l'argent. Mon univers a changé lorsque j'ai commencé à me concentrer sur mes compétences et que j'ai pris l'engagement de pratiquer, pratiquer et pratiquer jusqu'à ce que je les maîtrise. Une autre chose s'est produite lorsque j'ai décidé de devenir pro. Tout à coup, mon groupe a commencé à grandir. C'est comme si les gens pouvaient sentir mon changement d'attitude et mon engagement envers l'excellence et qu'ils voulaient en faire partie. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes trouvé dans l'entourage d'une personne qui était engagée envers l'excellence. C'était peut-être un professeur, un entraîneur, un patron ou un ami. Comment vous sentiez-vous en sa présence? C'était inspirant, n'est-ce pas? Vous découvrirez que vous devenez une inspiration pour les autres lorsque vous franchirez ce pas important. Conclusion. Si vous avez l'intention de vous lancer dans le marketing relationnel, prenez la décision de bien faire les choses et voyez-y une véritable profession. Si vous devenez un pro, vous trouverez cela merveilleux. Si vous demeurez un poseur ou un amateur, vous connaîtrez une existence misérable. Vous avez certainement remarqué que j'utilise beaucoup le mot « profession ». C'est intentionnel. Le marketing relationnel est bien plus qu'un projet. Ce n'est pas une industrie, c'est une profession. Si vous faites bien les choses, c'est véritablement un choix de carrière. Cela peut vous permettre de quitter un emploi qui ne vous rend pas heureux et vous apporter la liberté totale. C'est pour cette raison que j'ai appelé mon site web networkmarketingpro.com. Voici ce que je dis aux gens tous les jours. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de devenir un professionnel du marketing relationnel. Je souhaite que vous deveniez pro, car il ne fait absolument aucun doute qu'une merveilleuse avenue s'offre à vous. Proclamons maintenant la nouvelle au monde entier. Lorsque le site a été lancé le 11 mars 2009, très peu de gens se qualifiaient de professionnels du marketing relationnel. Ce n'est plus le cas. Des millions de gens ne voient plus du même œil ce secteur d'activité et j'en suis fier.
J'ai hâte à ce jour où il ne sera pas rare que l'on entende les gens dire « Je suis médecin, mais je suis également un professionnel du marketing relationnel. Je suis un travailleur de la construction, mais je suis également un professionnel du marketing relationnel. Je suis un athlète, mais je suis également un professionnel du marketing relationnel. » Plus les gens entendront ces mots, plus le monde sera prêt à emprunter une meilleure avenue. Chapitre 3. Comme dans toute profession, vous devrez acquérir certaines compétences. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre que le marketing relationnel est la meilleure avenue à emprunter. J'espère également vous avoir fait comprendre que si vous décidez de vous y engager, il est préférable de devenir un professionnel. L'étape suivante consiste à reconnaître que vous devrez acquérir certaines compétences. Mais avant d'examiner ces compétences, permettez-moi de vous annoncer quelques bonnes nouvelles. Contrairement à la majorité des professions, le marketing relationnel n'exige pas que vous dépensiez beaucoup d'argent pour faire votre apprentissage. Vous n'aurez pas à contracter un prêt étudiant et vous pourrez même gagner de l'argent tout en apprenant. De plus, cette profession n'est pas inéquitable. En fait, c'est l'occasion d'affaires la plus équitable du monde. Vos antécédents, votre expérience, vos contacts, votre âge, votre race ou votre sexe ne sont pas des facteurs qui influeront sur votre capacité à acquérir les compétences qui feront de vous un pro. Et finalement, ce n'est pas compliqué. Les habiletés nécessaires pour développer avec succès une grande entreprise sont faciles à acquérir, et vous serez étonné du nombre de personnes qui souhaiteront vous aider sur le plan financier. Votre entreprise de marketing relationnel comprend 3 éléments de base. Premièrement, il y a les produits de votre entreprise. Si certaines personnes réussissent à commercialiser ces produits et que vous en êtes incapable, ce n'est pas la faute des produits. Autrement dit, tous les distributeurs de votre entreprise offrent les mêmes produits aux consommateurs. Deuxièmement, il y a le système de rémunération de votre entreprise. Si certaines personnes gagnent beaucoup d'argent et que ce n'est pas votre cas, ce n'est pas la faute du système de rémunération. Il n'y en a pas un pour les hommes et un autre pour les femmes. Le système de rémunération n'est pas conçu en fonction d'un groupe d'âge, d'un niveau d'éducation ou de la couleur de la peau. Il est le même pour tous. Le troisième élément est le plus important de tous, et c'est vous. En fait, vous êtes l'unique variable. Tout le monde a le même produit et le même système de rémunération. Mais c'est vous qui ferez la différence entre le succès et l'échec. Cela signifie que vous devez dès maintenant assumer pleinement la responsabilité de votre entreprise de marketing relationnel. Prenez, dès aujourd'hui, la décision de ne jamais blâmer quiconque ou quoi que ce soit pour une absence de résultat. En fait, il y a une sorte d'épidémie qui sévit dans l'univers du marketing relationnel. Lorsqu'ils ont des problèmes, les gens adorent tout simplement attribuer leur insuccès à leur lignée ascendante, leur upline, les gens qui se trouvent au-dessus d'eux dans la structure organisationnelle. Si ma lignée ascendante avait fait ceci ou cela pour moi, tout irait mieux. Si vous voulez vraiment bâtir une grande entreprise prospère, j'aimerais vous encourager à faire quelque chose d'important. J'aimerais que vous disiez adieu à votre lignée ascendante. Appelez les membres de votre upline et dites-leur, par exemple, « Je veux vous remercier pour cette occasion d'affaires. Je l'apprécie. Il était important pour moi de me lancer en affaires et je suis reconnaissant que vous m'ayez fait connaître cette entreprise en laquelle vous croyez et en laquelle je crois maintenant moi aussi. Mais à partir de maintenant, lorsqu'il s'agira de faire prospérer mon entreprise, j'aurai recours à vous en tant que ressource et vous ne me servirez jamais d'excuse. Il se peut que je vous appelle de temps en temps. Si vous êtes disponible, parfait. Si vous ne l'êtes pas, c'est encore parfait. Je vais faire prospérer mon entreprise. Et je comprends une chose, tout commence et finit avec moi. Tout change lorsque vous assumez entièrement la responsabilité de votre carrière dans le marketing relationnel. Seriez-vous étonné d'apprendre qu'il n'y a que 7 habiletés de base qui sont requises pour ériger une grande entreprise de marketing relationnel? 7, pas 70. Chacune d'elles est plutôt élémentaire.
Mais je suis toujours surpris du peu d'efforts que les gens mettent dans leur acquisition. Si l'on offrait un cours de marketing relationnel au collège, il serait l'un des plus faciles à suivre. Acquérir ces aptitudes n'est pas sorcier, et vous serez heureux d'apprendre qu'elles figurent parmi les habiletés qui génèrent les revenus les plus élevés du monde. Explorons-les maintenant une à la fois. Chapitre 4. Habileté numéro 1. Trouver des prospects. Lorsque les gens envisagent de se lancer dans le marketing relationnel, l'une des questions qu'ils se posent avant tout est « Est-ce que je connais quelqu'un que cela intéresserait ?» Ils croient que s'ils connaissent beaucoup de gens, ils pourront avoir beaucoup de succès, et que s'ils en connaissent peu, ils n'auront aucune chance. Cela semble logique, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Comme je l'ai mentionné au chapitre 2, 3 catégories de gens évoluent dans l'univers du marketing relationnel. Les poseurs, les amateurs et les professionnels. Lorsqu'il s'agit de trouver des prospects, clients potentiels, des candidats ou des aspirants selon le sens, les poseurs dressent mentalement une liste de 3, 4 ou 5 personnes qui, espèrent-ils, grossiront les rangs de leur organisation. Et leur avenir tout entier repose sur la réaction de ces quelques personnes. S'ils ont la chance de recruter l'une d'entre elles, leur carrière s'en trouvera quelque peu allongée. Ils pourront même dresser une autre liste de 3 ou 4 personnes. Et encore avec un peu de chance, ils choisiront de passer du rang de poseur à celui d'amateur. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'environ 80% des gens qui adhèrent à une entreprise de marketing relationnel abordent la création de leur entreprise avec l'attitude du poseur? C'est vrai. 8 distributeurs sur 10 commencent avec la mentalité d'un poseur. Ils dressent mentalement une courte liste et attendent de voir ce qui va arriver. Ils ne s'attellent jamais à développer les habiletés nécessaires. Votre tâche consiste à vous assurer de ne pas faire comme eux et à aider votre équipe à éviter ce piège. Éduquez les membres de votre équipe. Aidez-les à comprendre le grand potentiel que peut offrir cette occasion d'affaires s'ils la traitent avec respect. Les poseurs ne peuvent miser que sur la chance, et vite. Le deuxième groupe est formé des amateurs. Au lieu de dresser mentalement une courte liste de prospects, ils la couchent sur papier, ce qui est un pas dans la bonne direction. Supposons qu'ils dressent une liste de 100 prospects. Ils se lancent dans l'aventure avec beaucoup d'enthousiasme, mais peu d'habileté. Ils entreprennent leurs activités de prospection et leur liste se met à raccourcir. Et plus elle raccourcit, plus leur anxiété augmente. Leur plus grande crainte est de ne plus avoir personne à qui parler de leur occasion d'affaires. C'était d'ailleurs ma plus grande crainte. Au début de la vingtaine, je ne pouvais pas me vanter de ma liste. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai tenté d'utiliser les contacts de mes parents au début, et il ne m'a pas fallu longtemps pour être à court de noms sur ma liste. Tous les gens que je connaissais ont bientôt su ce que je faisais et avaient répondu soit oui, soit non. C'était terrifiant. J'avais le sentiment que si je ne trouvais pas rapidement un bon distributeur, j'allais échouer dans ce secteur d'activité. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que le fait de trouver des gens de qualité était en fait une habileté. Jusque-là, dans ma nouvelle carrière, j'avais toujours considéré la liste comme un passeport vers la richesse. Je pensais qu'il suffisait d'avoir une bonne liste pour réussir. Sinon, faute de chance, c'était l'échec. Lorsque je suis arrivé à un tournant et que j'ai décidé de devenir professionnel, j'ai commencé à étudier les gens qui avaient bâti des entreprises grandes et prospères. J'ai découvert que les professionnels considéraient la prospection comme l'une de leurs habiletés fondamentales. Trouver de nouvelles personnes à qui parler faisait partie de leur travail. La chance ne les intéressait pas. Ils ne s'inquiétaient pas à l'idée de ne plus avoir personne à qui parler de leur occasion d'affaires. Ils avaient développé une habileté qui faisait en sorte que cela n'arriverait jamais. Les professionnels commençaient par dresser par écrit une liste de prospects. Mais ils s'engageaient ensuite délibérément à toujours y ajouter des noms. Ils créaient ce qu'on pourrait appeler une liste active de candidats. Je vais vous montrer comment faire la même chose.
L'une des personnes qui m'a enseigné à bien dresser ce genre de liste s'appelle Harvey Mackay, l'auteur de Nager avec les requins sans se faire manger tout cru. Harvey est un bon ami et il est également l'un des meilleurs réseauteurs du monde. Un jour, je lui ai demandé comment il avait fait pour constituer une aussi longue liste d'amis influents. Il m'a raconté qu'à l'âge de 18 ans, son père lui avait dit « Harvey, à partir d'aujourd'hui et pour le reste de ta vie, je veux que tu t'attardes à chaque personne que tu rencontres, que tu lui demandes ses coordonnées et que tu trouves une façon créative de rester en contact. » Il l'a fait pendant plus de 60 ans et aujourd'hui, sa liste d'amis compte plus de 12 000 noms. Et ce ne sont pas uniquement des liens d'amitié tissés par le biais des médias sociaux. Ce sont de vrais amis et je me considère chanceux d'en faire partie. Si vous voulez maîtriser cette habileté, suivez ces 4 étapes simples. Étape 1. Dressez une liste aussi exhaustive que possible. Inscrivez-y le nom de toutes les personnes à qui vous pouvez penser. Toutes les personnes. Il importe peu que vous y voyez un prospect ou non. Votre base de données sera l'un de vos atouts les plus précieux. Inscrivez sur cette liste le nom de tous les gens que vous connaissez. Si une personne est négative, mettez-la sur votre liste. Si vous détestez une personne, mettez-la sur votre liste. Si une personne est votre meilleur ami, mettez-la sur votre liste. Si une personne dit « Jamais je ne toucherai au marketing relationnel », mettez-la sur votre liste. Si une personne a 98 ans, mettez-la sur votre liste. Et si elle a 18 ans, mettez-la sur votre liste. Il est important de dresser cette liste, car alors que vous vous videz l'esprit sur le papier, cela crée de l'espace pour de nouveaux contacts. Lorsque vous notez le nom de votre neveu, vous penserez aux gens qui gravitent autour de lui. Tous ces liens deviendront apparents à mesure que votre liste s'allongera. Pensez à tout, à toutes les organisations dans lesquelles vous avez été impliqué, à tous les groupes dont vous avez fait partie, à tout ce que vous avez fait au cours de votre vie. Si vous faites bien cet exercice, votre liste comptera des centaines et des centaines de noms, peut-être même des milliers. Il n'est pas nécessaire de tenter de recruter toutes les personnes qui se trouvent sur votre liste. C'est à vous de décider. Mais il est extrêmement important d'effectuer le travail nécessaire pour illustrer votre réseau sur papier. Étape 2. Avez-vous déjà entendu parler du concept voulant que nous ne soyons qu'à 6 contacts de toute personne dans le monde? 6 degrés de séparation? J'ignore si c'est un mythe ou une réalité, mais je crois au concept. La deuxième étape consiste à examiner votre liste et à penser aux gens que les personnes qui s'y trouvent connaissent. Le deuxième degré de séparation. Il y a de fortes chances que vous en connaissiez la majorité vous aussi. Pensez aux membres de votre famille. Qui connaissent-ils? Ajoutez ces personnes à votre liste. Pensez à vos amis. Qui connaissent-ils? Ajoutez ces personnes à votre liste. Pensez à toutes les relations que vous avez eues pendant votre vie. Qui connaissent-elles? Ajoutez ces personnes à votre liste. Ne vous souciez pas encore de ce que vous ferez de cette liste. Nous en parlerons un peu plus tard. Continuez seulement à y inscrire des noms. Étape 3. Étoffez constamment votre liste. C'est pourquoi les professionnels parlent d'une liste active de candidats. Elle ne cesse jamais de s'allonger. Les pros ont pour but d'ajouter chaque jour au moins 2 noms à leur liste. Ils ne feront peut-être pas de prospection auprès de ces personnes. Mais comme a dit le père de Harvey Mackay, vous les inscrivez sur votre liste et vous trouvez un moyen créatif de rester en contact. Harvey traite de ce concept dans son ouvrage intitulé « Dig your well before you're thirsty ». Vous comprendrez aisément que cette habileté fondamentale n'est pas très difficile à acquérir. Vous entrez chaque jour en contact avec des gens. Ajoutez tout simplement leur nom à votre liste. Vous faites la connaissance de gens par le biais des médias sociaux. Ajoutez leur nom à votre liste. Vous brassez des affaires avec de nouvelles personnes. Ajoutez leur nom à votre liste. Mon ami Jordan Adler est l'auteur de Beach Money. Et le revenu annuel qu'il génère grâce au marketing relationnel se situe dans les 7 chiffres. Il maîtrise parfaitement cette 3e étape. Il vit sa vie et se fait constamment de nouveaux amis
Et si vous examinez son entreprise, vous constaterez que tous les distributeurs qui travaillent dans sa vaste organisation sont des gens qu'il ne connaissait pas avant de se lancer dans le marketing relationnel. Il est un pro. Les professionnels développent une grande sensibilité. Ils prêtent attention au monde qui les entoure. Ils savent qu'ils feront constamment de nouvelles connaissances. Les poseurs et les amateurs ne s'en rendent même pas compte. Ils se contentent de traverser chaque journée en disant « Qui donc? Je ne vois personne. » À quel point serait-il difficile pour vous de faire preuve d'une plus grande vigilance et d'ajouter chaque jour 2 noms à votre liste? Pensez-y. Si vous le faisiez 6 jours par semaine, vous inscririez 600 nouvelles personnes par année. Faites-le pendant 5 ans et votre liste comptera plus de 3000 noms. Voyez-vous pourquoi les professionnels ne s'inquiètent pas à l'idée de n'avoir plus personne à qui parler? Mais comprenez-moi bien, je ne vous dis pas de vous jeter sur ces gens dès votre première rencontre afin de leur présenter votre occasion d'affaires. Certains réseauteurs font cette erreur, et ce n'est pas bon. Contentez-vous d'ajouter leur nom à votre liste, de vous en faire des amis, de tisser des liens, et lorsque le moment vous semblera propice, vous pourrez les aider à comprendre ce que vous avez à offrir. Étape 4. Faites-vous sciemment des relations. Les professionnels tissent délibérément leur réseau. Il est difficile de faire de nouvelles connaissances si l'on reste caché du reste du monde. Sortez, amusez-vous, inscrivez-vous dans un nouveau gymnase, adonnez-vous à un nouveau passe-temps, faites du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Trouvez des endroits et des organisations où vous pourrez rencontrer des gens. Cela sera non seulement bénéfique pour votre entreprise, mais vous vous ferez quelques excellents amis. Chapitre 5. Habileté numéro 2. Invitez vos prospects à découvrir votre produit ou votre occasion d'affaires. Une fois que vous avez identifié vos prospects, vous devez apprendre à bien leur présenter votre produit ou votre occasion d'affaires. C'est de loin l'habileté la plus importante que vous devrez acquérir. C'est l'habileté que je qualifie de passerelle vers le marketing relationnel. Si vous ne réussissez pas à convaincre quiconque d'y jeter un coup d'œil, alors nous pouvons aisément deviner de quoi sera fait votre avenir en tant que réseauteur. La majorité des gens pensent qu'ils doivent avoir d'abord une excellente réputation et beaucoup d'influence sur les autres pour les amener à examiner leur occasion d'affaires. Ce n'est tout simplement pas vrai. Lorsque j'ai commencé, en 1988, je n'avais ni réputation ni influence. J'avais terminé mes études secondaires de peine et de misère. J'avais fréquenté un collège communautaire pendant un trimestre avant d'abandonner. Et puis j'avais ensuite occupé 18 emplois. Tout cela avant l'âge de 23 ans. Croyez-vous que je jouissais d'un grand respect dans ma collectivité? Pas du tout. Mon salaire variait entre 5 et 10 euros l'heure, tout comme celui de tous mes amis. Ces derniers ne m'étaient donc pas d'un grand secours. La plupart d'entre eux vivaient encore chez leurs parents. J'étais désespéré et désorganisé. Au début, j'ai compensé par la quantité ce qui me manquait en habileté. J'ai téléphoné à tous les gens que je connaissais et je leur ai fait mon exposé. Quelques-uns ont adhéré à mon entreprise. J'ai mis des annonces dans les journaux locaux. J'ai fait mon exposé à tous ceux qui y ont répondu. Encore une fois, quelques-uns ont grossi les rangs de mon entreprise. La plupart ont décliné mon offre. J'ai tout essayé. J'étais comme un chasseur dont le but est de tuer un éléphant. Je me déplaçais avec un fusil occasion d'affaires à la main et je tirais sur tout ce qui bougeait. Je ne me souciais guère des relations interpersonnelles. Tout ce que je voulais, c'était recruter quelqu'un. Mon attitude se résumait à ceci. Certains s'engageront, d'autres pas, et alors, au suivant. Mais parce que j'étais un chasseur, tout le monde autour de moi se sentait traqué. Les gens ont commencé à m'éviter, et ce n'était pas agréable. Pire encore, les gens que j'avais réussi à recruter ont tenté de faire la même chose que moi, ont échoué, et puis ont abandonné. C'est après 3 ou 4 ans de frustration que je suis arrivé à un tournant et que j'ai commencé à étudier les gens qui réussissaient dans le domaine du marketing relationnel, afin de déterminer comment ils s'y prenaient.
Ce que j'ai découvert m'a étonné. Ils n'étaient pas des chasseurs. Ils étaient plutôt comme des agriculteurs. Ils tissaient des liens avec les gens. Ils nouaient des amitiés. Ils avaient appris à gagner la confiance des gens qu'ils rencontraient et ils étaient capables de leur transmettre efficacement la foi qu'ils avaient en leurs produits et en leur occasion d'affaires. Le but n'était pas de recruter immédiatement leurs prospects. Leur objectif initial était de les informer sur ce qu'ils avaient à offrir et ensuite de les laisser décider si cela les intéressait. C'était un énorme changement de stratégie pour moi et j'ai commencé à voir les choses différemment. Je me suis mis dans la peau de mes prospects et j'ai réfléchi à ce qui m'attirerait et inversement à ce qui me mettrait sur la défensive. J'ai compris pourquoi les pros obtenaient d'excellents résultats. Au lieu de se comporter comme des requins, ils agissaient plutôt comme des mentors ou des consultants. Ils tissaient des liens avec les gens et puis offraient des solutions pleines de bon sens à leurs problèmes. Qui n'aimerait pas ça? J'ai également remarqué que les professionnels ne faisaient pas la promotion de leurs produits ou de leur occasion d'affaires. Lorsque le moment leur semblait opportun, ils invitaient plutôt leurs prospects à faire l'une de deux choses, selon la situation de chacun. Premièrement, ils les invitaient à participer à un événement. Par exemple, une rencontre en tête-à-tête ou encore avec eux et un autre membre de leur équipe, une conférence téléphonique à 3, une petite présentation de groupe à leur domicile, un séminaire en ligne, une rencontre dans un hôtel local ou un congrès de leur entreprise. Les professionnels comprennent que les interactions personnelles sont un élément clé lorsqu'il s'agit de gagner la confiance de leurs prospects et de leur inculquer leur enthousiasme. Ils tentent donc de nouer le plus de liens possible avec les gens. Deuxièmement, ils invitaient leurs prospects à examiner un outil quelconque. Je crois beaucoup en l'utilisation d'outils pour bien renseigner un prospect. Ces outils peuvent prendre plusieurs formes. Il y a les CD, les DVD, les magazines, les dépliants, les sites Internet et les présentations en ligne. Avec certaines entreprises, vous pouvez même permettre aux gens d'essayer le produit et vous servir de ces échantillons comme d'un outil. Il ne fait aucun doute que la technologie continue d'évoluer, offrant toujours davantage de moyens pratiques qui vous aident à bien renseigner les prospects. Mais je dois ici vous faire part d'une opinion personnelle fondée sur mon expérience. Alors que la technologie nous permet de transmettre rapidement une information de qualité aux gens, il n'y a rien comme un outil bien concret. Dans un monde de bits et d'octets, et dans l'univers du marketing relationnel, où il est important de gagner la confiance des gens, un outil concret rend les choses plus réelles. De ces deux méthodes servant à renseigner les prospects, ce sont les événements qui sont les plus efficaces. Et cela pour plusieurs raisons. Il y a une interaction physique lorsqu'on rencontre des gens et cela contribue à instaurer la confiance. Et puis, il y a cet élément important qu'est la preuve sociale. Il est précieux pour le prospect de constater que d'autres personnes sont activement engagées dans l'entreprise et de découvrir qui elles sont. Ces événements offrent de l'information sur le produit et les possibilités financières qu'il comporte. Ils permettent aux prospects de constater directement le genre de soutien dont ils pourraient bénéficier et ces derniers réalisent qu'ils n'auront pas à tout faire eux-mêmes. Dans la majorité des cas, l'enthousiasme et un sentiment d'urgence sont palpables pendant ces événements. Et enfin, les prospects entendent des récits à propos des activités des distributeurs de l'entreprise. Ce sont là quelques-uns des avantages. Le seul inconvénient, c'est qu'il peut être difficile de convoquer plusieurs personnes à une même date et d'obtenir leur confirmation, surtout s'il s'agit de nouveaux prospects. Pour le réseauteur qui n'a pas les habiletés nécessaires, il n'est pas rare que seulement 1 ou 2 personnes sur 20 se présentent. Cela peut être décourageant.